Pareil pour les propos qui vont suivre, ceux de l'invité de la matinale de Radio Classique, qui est lui aussi dans notre studio. Claude Blanchemaison, bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de la France en Russie. Fragment d'un parcours aventureux, c'est votre dernier ouvrage publié aux éditions Temporis. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. On a besoin plus que jamais de votre éclairage au moment où Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis, l'envoyé spécial de Donald Trump, est arrivé en Russie. C'est ce qu'indiquent des médias russes ce matin. Une rencontre prévue aujourd'hui en haut lieu. A priori, ça fait pas beaucoup de doute, ce sera avec Vladimir Poutine. En tout cas, Poutine et Witkoff se sont déjà entretenus à plusieurs reprises. Washington veut un arrêt des combats en Ukraine d'ici vendredi, sinon des sanctions seront prises contre les alliés de Moscou, on va y revenir. Comment vous qualifiez cette venue, Claude Blanchemaison, de l'envoyé spécial américain? Énième tentative désespérée d'arracher quelque chose à Moscou, c'est la rencontre de la dernière chance? Je pense que c'est une rencontre très importante en effet, parce qu'on saura après cette rencontre quel est le degré de fermeture intellectuelle de Poutine. Est-ce qu'il est prêt à faire un geste à l'égard de Trump, ou est-ce qu'au contraire, il veut purement et simplement dérouler ses objectifs de guerre qu'il répète régulièrement chaque semaine, et qui sont effectivement, finalement, l'annihilation de l'identité ukrainienne, avec l'annexion d'une partie du territoire, la neutralisation de l'autre partie, le changement de régime, et effectivement, quelque chose qui est totalement inacceptable, et pour l'Ukraine, et d'ailleurs pour les Européens, parce que ça se passe chez nous. Ça se passe en Europe, tout ça. Alors, cette rencontre est très importante parce que on ne sait pas si effectivement Poutine va faire une ouverture, une petite ouverture ou pas. Le bruit court qu'il pourrait peut-être proposer une trêve d'une semaine, une trêve aérienne d'une semaine, donc une trêve limitée dans le temps et également aux questions aériennes et spatiales. C'est quand même, si ça se produit aujourd'hui, ce serait un geste dans la direction de Trump, et c'est ce que Witkoff est venu voir, si Poutine était prêt à bouger. Ce que demande Trump, ça n'est pas le Pérou, c'est finalement une trêve, un cessez-le-feu d'un mois. C'est ce qu'il demande depuis déjà beaucoup de temps. Et il avait obtenu, en lui tordant un peu le bras, l'accord de Zelensky sur cette proposition et l'accord des Européens sur cette proposition. Donc effectivement, Monsieur Trump veut pouvoir dire à son électorat: j'ai fait cesser le feu, les fusils, les bombardements, c'est terminé, même si ça n'est que pour un mois. Même si c'est aussi dans les conditions que les spécialistes, les militaires récusent, parce que un cessez-le-feu qui n'a pas été négocié dans le détail, rue par rue, village par des militaires, c'est pas un cessez-le-feu. Puis un cessez-le-feu qui n'est pas surveillé par des troupes neutres, ça n'est pas non plus un cessez-le-feu. Par conséquent, ce que demande Trump, c'est un acte politique pour dire à son électorat: j'ai obtenu que le feu s'arrête, et j'ai obtenu, dans le fond, la cessation des combats, même si c'est pour une durée très limitée. Alors, Poutine, s'il répond, comme ce qui est la rumeur en cours, par OK, mais seulement pour une semaine, et seulement dans les airs, la négociation peut s'ouvrir entre les deux, parce qu'à ce moment-là, on peut bouger le taquet. Entre une semaine et un mois, il y a 15 jours. Entre les airs et le cessez-le-feu total, il y a d'autres possibilités. Mais quand vous dites faire un geste, Claude Blanchemaison, ce sont des propos qui sous-entendent que Poutine a le dessus, finalement. Poutine, il a des objectifs de guerre, alors que Trump n'a que des objectifs politiques. Les objectifs de guerre, je les ai énumérés tout à l'heure, ils sont toujours les mêmes depuis le début, et il n'en changera pas. Alors effectivement, est-ce qu'il veut maintenir un rapport particulier avec Trump, parce qu'en effet, ce rapport, il a existé. Est-ce qu'il existe toujours? C'est la question qui se pose aujourd'hui, et c'est ce qu'on saura ce soir ou demain matin, en tout cas. Et moi, je pense que Poutine n'est pas totalement fermé, et qu'il va tenter le coup. Parce que tenter le coup pour obtenir un report de l'échéance de l'ultimatum dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est fixé à vendredi. Et effectivement, s'il fait un geste, il va essayer d'obtenir également un geste du côté américain, report de l'ultimatum, report de 8 jours, report de 15 jours. Un peu comme sur les droits de douane, finalement. Exactement. Même si là, on parle plus en mois qu'en jours ou en semaines. Et ça peut intéresser dans le fond Trump, parce que Trump est dans une difficulté, c'est que son ultimatum
l'ultimatum dit effectivement si vendredi il n'y a pas un cessez-le-feu, eh bien je mets des droits de douane de 50%, de 100%, on ne sait pas, peut-être beaucoup plus. Vis-à-vis de la Russie. Vis-à-vis de la Russie. Vis-à-vis de la Russie, c'est pas très grave parce qu'elle n'exporte pas grand-chose aux États-Unis, mais c'est très grave en tant que sanction secondaire vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Inde. De l'Inde, dont vous avez été aussi ambassadeur. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on poursuive sur ces discussions. Une semaine, vous parlez d'une semaine, vous avez été ambassadeur. Qu'est-ce qu'on peut faire en une semaine? Comment on active les réseaux diplomatiques des pays? Rien, bien entendu, et c'est bien l'objet de la proposition qui sera peut-être confirmée tout à l'heure par Poutine lui-même. Donc c'est une proposition tactique. C'est une proposition tactique qui répond en tactique politique à une proposition politique de Trump, ce fameux cessez-le-feu d'un mois, qui sur le plan militaire ne correspond pas non plus à grand-chose, puisqu'on n'a pas négocié soigneusement. La ligne de front, elle fait quand même 1200 kilomètres. Il y a 1200 kilomètres de front sur lequel les troupes sont face à face ou imbriqués, assez souvent imbriqués, et s'étripent joyeusement tous les jours. Donc on ne peut pas faire décréter un cessez-le-feu comme ça. Il faut en effet, suivant les habitudes militaires, négocier avec des techniciens pour voir comment on met en œuvre ce cessez-le-feu et comment on le gère, comment on le surveille. Dans quel état d'esprit sont les Ukrainiens avant cette rencontre? Ils espèrent que ça va marcher ou pas? Pour eux, c'est la journée de tous les dangers. Pourquoi? Parce que ils considèrent que un cessez-le-feu partiel et pour une durée très courte n'a aucun intérêt pour eux, qu'il sera d'ailleurs probablement rompu par les Russes. C'est très facile, à n'importe quel moment, les Russes diront il y a eu un coup de feu ou un coup de canon tiré du côté ukrainien, donc le cessez-le-feu est rompu. Pour eux, ça n'est pas intéressant, et actuellement, ce que demandent les Ukrainiens, c'est davantage d'aide militaire, davantage d'armes défensives et offensives de la part des Américains, bien sûr de la part des Européens aussi, et il y a ce schéma qui s'est mis en place, qui est que les Européens pourraient acheter des armes aux Américains pour les donner aux Ukrainiens. Et ce que veulent les Ukrainiens, c'est des batteries patriotes pour protéger leur ville, pour protéger. Il y a des bombardements tous les jours sur Kiev et sur les autres grandes villes. Toutes les nuits, les gens sont obligés de se mettre à l'abri. Les objectifs civils sont visés. Il y a des morts tous les jours. Et effectivement, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se défendre. Et les batteries patriotes autour des grandes villes permettraient de se défendre correctement. Et puis ils veulent aussi pouvoir taper sur des objectifs militaires russes, puisqu'eux ne visent que des objectifs militaires, alors que les Russes visent des objectifs civils pour terroriser la population. Et ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont fait en tapant sur des aéroports militaires d'où partent les bombardiers qui les bombardent, et puis ils l'ont fait surtout en mer Noire. On le dit pas suffisamment. Il y a le front dont j'ai parlé tout à l'heure, 1200 km, mais il y a aussi la mer Noire, que les Ukrainiens contrôlent plus ou moins, puisqu'ils se sont montrés avec des armes créées par eux, des drones maritimes créés par eux, capables de taper Sébastopol, le saint des saints pour les Russes, mais aussi Novorossiysk, une ville beaucoup plus reculée à l'est sur la mer Noire, où la marine russe se croyait en sécurité. Elle n'y est pas, puisque les Ukrainiens peuvent taper. Vous savez aussi que dès le début de cette guerre, ils ont coulé le bateau amiral de la mer Noire, qui est une humiliation considérable pour les Russes, d'autant plus qu'aucun bateau de guerre ne peut maintenant rentrer en mer Noire. La convention de Montreux prévoit qu'en période de guerre, les Turcs ferment les détroits. Il y a donc ces discussions aujourd'hui, cette venue de Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain en Russie, et il y a cet ultimatum, on en parlait, de Donald Trump. Il avait donné 50 jours à la Russie pour arrêter les combats en Ukraine, ça devait nous emmener début septembre. Ce délai a été largement raccourci. C'est ce vendredi qu'expire l'ultimatum. Les États-Unis vont mettre en place des sanctions, des droits de douane secondaires contre les alliés de la Russie, dont la Chine et l'Inde. Vous avez été ambassadeur en Inde. C'est un pays qui a beaucoup à perdre dans ces éventuelles sanctions. Oui, parce qu'elle n'a pas les moyens de négociation qu'a la Chine. La Chine, d'abord, est beaucoup plus puissante, effectivement, sur le plan économique. Et puis la Chine a les terres rares qu'elle vend aux États-Unis. Donc la Chine, dans la négociation, dit aux États-Unis, écoutez, c'est très bien, mais si vous mettez des droits de douane prohibitifs pour nos produits qui vont beaucoup sur le marché américain, naturellement, eh bien, nous mettrons un embargo sur les terres rares. Nous ne livrerons plus de terres rares, et par conséquent, une partie de l'industrie de la tech aux États-Unis ne pourra plus fonctionner. Les Indiens, c'est plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas les terres rares, et pour eux, le marché américain est un marché
important. C'est pour ça d'ailleurs que ce débat, en réalité, nous concerne directement, parce que qu'est-ce qui va se passer si demain soir ou un peu plus tard, les Américains mettent des droits de douane de 100%? Naturellement, les produits chinois ou indiens ne pourront plus entrer sur le marché américain. Le marché solvable concurrent, c'est quoi? C'est nous, c'est l'Europe. Par conséquent, les produits chinois et indiens se déverseront ou risquent de se déverser sur l'Europe. Et nous serons obligés de prendre des mesures de sauvegarde. Donc c'est dramatique pour nous. Et une fois de plus, c'est l'Europe qui en subira les conséquences. Alors les Indiens, effectivement, vont essayer de négocier, puisque Modi s'était, au cours des 10 dernières années, rapproché considérablement des États-Unis. Le Premier ministre indien s'était rapproché considérablement des États-Unis. Mais on entend, en effet, de Washington, même de Trump, beaucoup de propos négatifs sur l'Inde, en disant l'Inde est un pays mauvais, parce que d'abord, ils achètent du pétrole russe, ils sont pro-russes. Ils le revendent après, ils font des profits. Voilà. C'est ce que dit Donald Trump, et puis en plus, ils nous achètent pas d'armes. Alors peut-être que c'était une ouverture sur une négociation. Si les Indiens avaient la bonne idée d'acheter des armes aux Américains, on pourrait peut-être discuter. Vous avez parlé de l'Europe, la France, l'Europe dans tout ça. Est-ce que plus que jamais, Paris, Berlin, les autres pays membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, ces pays sont-ils définitivement des spectateurs dans cette tentative de résolution de la guerre en Ukraine, ou est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer ? Bien sûr qu'ils ont encore un rôle à jouer, parce que ce conflit, il est au cœur de l'Europe, évidemment, et parce que ce dont nous venons de parler, c'est une question de trêve temporaire, quelle que soit la durée de la trêve et l'assiette de la trêve. Est-ce que l'actuel ambassadeur de France en Russie peut, d'une manière ou d'une autre, graviter autour de cette venue de Steve Witkoff en Russie, ou pas du tout ? Il ira au renseignement demain chez son interlocuteur du MID, du ministère des Affaires étrangères, comme c'est son devoir. Et puis, les ambassadeurs occidentaux, européens, se réunissent très régulièrement pour échanger leurs informations, leurs notes. Et puis, effectivement, il y a des rumeurs dans Moscou, donc il est chargé de les collecter. Mais il ne pourra pas influer directement sur la conversation. D'ailleurs, même l'ambassadeur américain à Moscou ne sera pas nécessairement dans la salle. La dernière fois, il n'y était pas. Parce que M. Steve Witkoff va avoir des entretiens en tête-à-tête avec le président russe, avec un interprète qui, d'ailleurs, je crois, les 2 dernières fois a été russe et pas américain. Et il veut pas de témoin. Il veut pas que l'ambassade américaine soit là. Ça sera peut-être différent aujourd'hui. Je ne le sais pas. Mais c'est pas très bon signe si l'ambassade n'est pas présente dans des entretiens de cette importance, l'ambassade américaine. Alors bien entendu, les ambassades européennes sont encore plus éloignées. Et puis j'ajoute que Witkoff, évidemment, va jouer de son instrument de séduction, qui est les États-Unis sont prêts, Monsieur Poutine, si vous acceptez le cessez-le-feu d'1 mois, à reprendre des rapports économiques normaux avec la Russie, des rapports de coopération avec la Russie. Je suis un businessman, faisons un grand accord sur l'arrivée d'ExxonMobil dans le nord de la Russie pour exploiter les hydrocarbures. L'économie, les sujets économiques ne sont jamais très loin, on l'aura compris. Merci Claude Blanche-Maison pour votre venue, votre décryptage de cette situation sur Radio Classique. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Russie, en Inde aussi. Merci pour cet éclairage. Vous avez écrit Fragment d'un parcours aventureux. C'est aux éditions Temporis. On peut découvrir votre parcours d'ambassadeur. Interview à retrouver sur radioclassique.fr et l'application Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres.